Depuis que je me suis installée dans le Lot, il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai trouvé le calme et la sérénité, mais aussi la rudesse de certains hivers, la chaleur des cailloux du Causse, et surtout, je me suis munie d'une pioche pour jardiner. La semaine dernière, le bouquin de Jean Pauli entre les mains, je me suis sentie à ma place sur le Causse, si rude, si difficile à apprivoiser. J'ai eu le sentiment de vivre ce Causse comme j'ai vécu en Provence, une Provence pagnolesque, racontée avec beaucoup de tendresse et d'amour du pays. En effet, Jean Pauli brosse un paysage vivant de son bout de campagne lotoise, par touches sensibles allant de sursauts de mémoire en réflexion teintée d'humour. Je le reçois aujourd'hui pour son livre sorti 56, Chronique du pays chevelu, accompagné de Roland de Courbier des éditions Synchronie. Bonjour à vous. Bonjour Antenne Doc. Bonjour. Alors on va commencer par le petit mot de Roland, tiens, sur ce bouquin. Oui, avec un léger prélude, puisqu'on est ici pour parler littérature. Je voudrais envoyer un tout petit message. C'est celui, si vous vous rappelez, de L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont. On est sur deux piliers, Eros et Thanatos. Et actuellement, il y a beaucoup de Thanatos. Alors, comme c'est un petit peu mortifère, je voudrais que tous, on se souvienne de l'action que nous menons, et qui est une action pour de l'éros, justement, comme le comprend Edgar Morin, avec des denrées pour nourrir notre esprit. Et Sortie 56 fait partie de ces denrées, un aliment de l'esprit, un aliment contre l'ennui et contre le mortifère. Donc, je voulais le présenter un petit peu comme ça. Je voulais remercier également Antenne Doc. Déjà, j'ai écrit sur Antenne Doc en 2014, lors de l'épisode du Lot en transition, s'il vous en souvient, qu'Antenne Doc flottait là, sur les ondes, son porte-voix bien arrimé. Terre, mer, île enchantée, criait la vigie exaltée. Peut-être qu'on est moins exalté, mais Antenne Doc, merci. Merci de permettre qu'aujourd'hui, ça soit pas l'émission La Plume et le Bâillon. Voilà. Maintenant, sur ce qui a poussé Synchronie à porter et éditer le livre de Jean Pauli, sorti 56, avec ce sous-titre merveilleux de Chronique du pays chevelu. C'est évidemment d'abord une passion commune, de par nos choix, de ce Causse si particulier qu'il sait décrire avec beaucoup de finesse. Et aussi, pourquoi ? Parce que, en définitive, il est nourriture. Quitte à me répéter, il est nourriture à part entière. Sur Jacques Thébault, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais lui, c'est un photographe. Bientôt, les conditions permettront d'avoir une exposition des magnifiques photos qui illustrent le livre. Jacques Thébault dit « On se sent petit dans ce Causse ». C'est une interview de La Dépêche. Et c'est Michel Cavaroc qui a recueilli ses propos. On se sent petit dans ce Causse qui nous envoie ces paysages millénaires en pleine figure. Thébault, dont les photographies parsèment le livre. Marqués des traits du passé, viennent s'entrechoquer des images modernes. Alors il y en a une en particulier, je fais un petit clin d'œil pour les futurs lecteurs, une photo de Jacques Thébault que je trouve merveilleuse et qui a énormément de sens justement, c'est un passage pour piétons qui ne débouche sur rien, qui débouche page 73 sur une espèce de haie. C'est un sacré clin d'œil d'une modernité, en fait. Je vous laisse juger. Voilà. Et puis, il y a quelque chose dans Sortie 56 de l'ordre d'une pensée positive, de l'ordre de quelque chose qui se tisse sous les radars, bien sûr, puisqu'on est sorti de cette grande autoroute de la pensée, pour prendre des petits chemins qui... On se sent bien, on se sent à l'échelle humaine. C'est une pensée de Rob Hopkins, c'est un
un bouquin récent, le simple fait d'envisager une certaine issue peut augmenter les chances qu'elle advienne. Et finalement, sur nouveau regard, on quitte l'autoroute, on revisite et on se balade sur les chemins. Ce qu'a fait Jean Pauli est tout à fait intéressant. Dans le cadre d'une urbanisation aussi, j'ai trouvé qu'il est intéressant parce qu'il donne de la connaissance et de l'amour de ces campagnes. Alors je vais prendre un tout petit extrait, si j'ai encore le temps. Après, je laisserai complètement la parole à Jean. Au moment même où la vie à la campagne est convoitée en termes de ressources, sérénité, bien vivre, solidarité de proximité, je pense que cet ouvrage sait motiver un pareil engouement. Alors c'est La terre aux paysans. C'est très court. Jean Pascal, ça dégaine. Cheveux jusqu'aux fesses, queue de cheval, Santiago et le blouson de cuir avec l'aigle sur le dos. Pour le coup, on ne dirait pas, mais c'en est un. Un paysan, je veux dire. Fils d'eux et petit-fils d'eux, là-bas, aux Escasses, au bout de la route qui monte dans la ferme familiale. Il élève une 50aine de chèvres pour des fromages qu'on s'arrache sur tous les marchés de la région. La traite se fait en musique, du gros son à fond les enceintes entre Metallica et Children of Bodom. Et quand tourne l'interminable solo de batterie de Inagada Davida, un vieux truc qui fait toujours son effet, je me demande à quoi pensent les chèvres, serrées dans leur paddock, et si le lait ne leur tourne pas dans les mamelles. Non, non, elles adorent, tu sais, me souffle Jean-Pascal, en rejoignant un solo de Tom Morello sur le manche de sa fourche. Elles les adorent parce que cette musique, c'est que du bio. Merci Rolande. Alors c'est vrai que ce livre s'intitule Sortie 56, chronique du pays chevelu. Cette fameuse sortie 56 que l'on prend en arrivant de la route de Brive pour entrer dans Terre Lautoise. Alors Jean, que symbolise pour vous cette sortie 56 ? Alors c'est une sortie d'autoroute et en même temps c'est une entrée. Oui. Puisque toute sortie est une entrée. On passe le péage et là on arrive sur cette route départementale, en fait cette grande route, là on appelle la voie rapide un peu, qui traverse la forêt de la Brogne. La forêt de la Brogne qui est un des coins du Causse les plus sauvages, qui a été très peu habité. Et on traverse la Brogne et alors, il y a un choc là entre deux mondes. Il y a ce monde de la route avec beaucoup de camions, puisque c'est une route de transit, qui traverse ce pays chevelu d'arbres et de végétation, de gens, de bêtes, de roches. Et en fait, ces camions qui ne voient rien de tout ce pays, puisqu'ils sont en transit, ils sont en passage, comme une trouée dans un désert en fait. Alors, ce qui était intéressant, c'est ce que j'ai essayé. Je voulais en fait, dire sortie 56, appeler le livre sortie 56, c'était aussi en faire un livre contemporain. Pas seulement un livre sur les vieilles pierres du Lot. C'est aussi un livre là-dessus, sur les vieilles pierres du Lot, mais c'est ce mélange de passé, de présent, de monde qui se côtoie sans se voir qui m'intéressait. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un mélange d'époques dans ce livre, et en même temps, tout le monde, chacun peut se retrouver dans ce pays. Chacun peut y piocher un petit peu, en tout cas ceux qui y vivent peuvent y piocher des parties d'histoire, de paysages finalement. Oui, alors j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de paysages vivants. En fait, c'est bien parce que du coup, je vais peut-être garder l'expression. Oui. Effectivement, c'est un paysage vivant. Je parlais des roches, des arbres, des gens, des bêtes. Et en même temps, c'est un paysage vivant de toutes les époques. Et aussi il y a une sorte de fouillis, en fait, d'échevelé, à la fois d'époque, de réalité, de végétation, d'humain. Enfin, c'est le mot vivant qui m'a intéressé dans l'expression paysage vivant. Voilà, c'est du vivant tout ça. Tout ça, c'est du vivant d'époques différentes, de natures différentes et d'origines différentes. Et c'est ce brassage qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est l'avenir du pays, ce brassage. L'avenir de tout pays, mais de celui-ci en particulier. Et dans ce livre, on sent qu'il y a
il n'est pas que nostalgique, il est aussi bienveillant par rapport aux personnages, par rapport au lieu. On sent vraiment ce que je disais tout à l'heure, ce côté Pagnol, où on sent cet amour du pays et des gens. Alors, les gens, en fait, les portraits que je fais sont des portraits imaginaires, mais bon, bien sûr, qui ont été imaginés à partir de personnes réelles. Alors, pas directement, il n'y a pas d'identité vraiment précise sur les personnages de Serge, de Patricia, etc. C'est des personnages imaginaires, un peu fictifs, vraiment fictifs, mais qui sont faits d'un petit peu de tas de gens que j'ai pu rencontrer, qui sont un peu des prototypes en fait. Alors peut-être. Et en même temps, j'aimerais bien qu'on lise ce livre en disant il aime les gens. Voilà, on aime les gens, voilà, qu'ils soient dans leurs différences, qu'ils soient chasseurs ou randonneurs, qu'ils soient natifs ou qui viennent d'arriver. La difficulté du pays, quelquefois, c'est de mêler tout ça, toutes ces différences, et je ne veux pas juger les gens qui sont là, ou qui viennent, ou qui... la difficulté peut-être de ce pays, c'est la communication entre ces gens différents. Voilà. Alors peut-être que je sais déjà qu'il y a des amis qui m'ont dit ils ont reconnu un tel et un tel, mais en fait c'est pas forcément, en tout cas c'est pas volontaire, et je voulais éviter ça justement. Alors il y a autre chose, c'est que je suis dans le livre aussi avec ma famille. Quelque part, il y a une part d'autobiographie dans ce livre, oui. Oui, mais en même temps, c'est pas centré disons que je suis un personnage du livre. Le livre est pas centré sur ma biographie ou celle de ma famille, mais c'est venu naturellement. Le fait que aussi j'y sois, et ma famille, et à certains moments. Dans ce fatras, il y a aussi l'auteur, quoi. Oui, j'imagine que lorsque vous avez écrit ce livre, vous êtes inspiré vraiment de vous et de votre histoire. Je l'ai dédicacé, enfin pas dédicacé, je l'ai dédicacé à mes grands-parents, Marguerite et Jean, chez qui j'allais en vacances quand j'étais petit, comme petit Parisien en vacances. Donc, notamment, il y a un passage où je raconte ma grand-mère qui vient me chercher à Brive pour prendre l'autorail pour revenir à Acier et donc à Livernon. Personnellement, le petit côté que j'ai bien aimé, puisqu'on est... ça a flirté un peu avec l'autobiographie, mais très discrètement, c'est l'épilogue, hein, puisque on a août 55, le ciel gronde comme la nuit que je fus conçue, en une alchimie singulière de gamètes et d'amour, de vent chaud par la fenêtre ouverte, de froissement d'ailes, de cris-cris et d'ombres blanches. Cette alchimie singulière, voilà, tout à l'heure tu évoquais Pagnol, et moi il me semble qu'on a presque du Giono là. Voilà, on a exactement la même sensibilité par rapport aux choses mystérieuses. Et Jean donc nous dit, cette nuit-là, il naît déjà en un pays délavé, de ruines, d'abandon, de citernes vides, de rouilles et de ronces, d'arbres morts, de pierres sourdes, de trains de nuit et de chiens de ferme, de chats huants et de cloches fantômes. Donc là, il a dressé tout autour un paysage mental, un paysage qui est assez fantastique. Sur des sols battus dans l'obscurité des cavernes et des zigues sonores, des combes sèches et des falaises borgnes, etc., etc. On ne se lasse pas. On est emporté par une certaine musique. Mais je crois que Jean, vous êtes aussi musicien. Oui, mais je voulais revenir sur le mot conçu. En fait, je ne suis pas né ici. J'ai imaginé que c'est probable que j'étais conçu par mes parents au mois d'août 55, puisque je suis né en mai 56. Donc j'ai imaginé cette conception-là, qui est probable, un soir d'orage, l'été, la fenêtre ouverte, voilà. Et c'était important parce qu'en fait, je crois que réellement j'étais conçu par ce pays. Enfant, vacancier, et puis depuis que j'y habite définitivement depuis 20 ans. Et je pense que tous les gens qui viennent y habiter peuvent être conçus, peuvent être faits par ce pays. Voilà, on est plus fait qu'on est autant fait
par un pays qu'on le fait. Est-ce que le Lot, c'est vraiment une terre qui nous ancre dans le sol, quelque part qui nous attache, quoi. Quelque part qui... Peut-être, oui, peut-être, je sais pas. Oui, enfin, en tout cas, pour moi, c'était ancré par ma famille, par les tombes au cimetière. Donc il y avait par mes grands-parents, par mon père. Il y a beaucoup d'histoires que je raconte qui viennent de mon père, en fait, que racontait mon père. Voilà, mais je peux très bien imaginer que les gens qui viennent y habiter s'enracinent ici. On n'a pas besoin d'y être né pour s'enraciner. Ça a été un problème pour moi d'écrire, d'oser écrire ça, parce que je ne suis pas né ici. Alors c'est peut-être un scrupule il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce scrupule, en fait. Mais pendant des années, j'ai amassé des notes, en me disant un jour peut-être j'écrirai sur ce pays. Et j'ai longtemps hésité à le faire, et quand je m'y suis mis, j'ai demandé à mon voisin ou à un autre copain natif, entre guillemets, de me dire si ça les choquait pas et voilà. Et ils m'ont dit vas-y. Pourquoi ? Parce que vous vous sentiez pas légitime ? Ben c'est peut-être un scrupule un peu. Oui, je me sentais pas légitime. Voilà, je savais pas si j'étais légitime pour en parler. Voilà, donc donc c'est aussi peut-être intéressant que ça soit quelqu'un dans l'entre-deux, c'est-à-dire ni complètement étranger au pays, ni vraiment... les gens qui sont nés ici, qui ont vécu ici enfant, ont une relation au pays, même s'ils ne la disent pas, s'ils ne l'écrivent pas, qui est intime, charnelle. Oui. Charnelle. Ils ont un vécu que je n'ai pas, et que les gens, que les nouveaux arrivants n'ont pas. Et il faut comprendre cette chose-là. Pour moi, c'est quelque chose qui est très fort, ça. Et donc, c'est assez délicat. Souvent, j'ai fait des dédicaces à des amis qui sont natifs d'ici, en leur disant « Tu connais bien mieux le pays que moi ». Bon, et pourtant, je me suis permis de l'écrire, à ma façon. Je comprends bien cet entre-deux, puisque j'y suis aussi dans cet entre-deux, finalement. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que aussi, il y a, dans ce livre, on passe en revue aussi toutes les problématiques, on va dire, sociétales, qu'elles soient écologiques. On parle des services publics aussi. Il y a vraiment des choses sur lesquelles on est vraiment touché. La fermeture des écoles. On parle vraiment de choses concrètes qui se passent aujourd'hui. Voilà, je pense que ça peut toucher vraiment beaucoup de gens, au-delà du fait que c'est une histoire écrite. Et si on lisait un petit passage, Jean ? Alors oui, en venant, j'ai pensé à un passage en fait qui s'appelle oui, chaque petite chronique a un titre, oui. Mais je raconte pas d'où il vient. En fait, je laisserai le lecteur le trouver. J'allais dévoiler quelque chose d'amusant. Le titre de cette chronique, c'est « Tous les soirs de cet hiver interminable ». On peut dire qu'on est dans tous les soirs de cet hiver interminable en ce moment avec le confinement, même si ce n'est pas tout à fait la saison. Quand Patricia et Bernard cherchaient une maison dans le pays, ils s'entendaient dire « Ah, mais vous savez, ici, c'est la campagne. On verra quand vous aurez passé l'hiver. » Elle se souvient. En 2006, il avait beaucoup neigé. Ils étaient en plein chantier et vivaient à 4 dans une seule petite pièce calfeutrée de couvertures. Ils chargeaient jour et nuit un poêle de fortune pour un petit 15 degrés sous la couette. Les enfants faisaient leurs devoirs en moufle, mais dehors c'était beau comme un décor alpin, et leur premier hiver comme des vacances éternelles. Ce n'est pas tant le froid à vivre que le déclin des jours. L'hiver, le vrai, c'est celui de la fin d'automne. Les ciels bas et les ombres tristes, sur une route de nuit entre Cagnac et Quissac, par exemple, et le spectre d'un arbre qui surgit tout à coup dans le faisceau des phares. Les bruines, les lichens bleus, les mousses outrées de pluie, les roches ternes et la bouillie des feuilles mortes, le drac et la dame blanche, le diable aux pieds fourchus et Pépé qui se jette dans le puits, la boue dans les chemins et les cours de ferme, les bottes, le désœuvrement, les parapluies autour de l'église un matin de funérailles, le glas, le vent du nord, le train de Paris dans la nuit et les médisances du voisinage. Alors, l'hiver du solstice, celui du calendrier, est une promesse. Annonce attendue, toujours recommencée. Le temps n'a pas changé, à peine un déplacement de quelques petites minutes dans la journée, mais a basculé sur le bon versant de l'année. Comme le soleil, on se lève un poil plus tôt. On recommence à apprécier les bourgeons sur les branches, la terre frémissante,
l'éclaircie de la matinée, le sourire de la caissière et la robe du vin frais. Bientôt, tu verras, l'agnelage de février, comme une fête de Pâques, les herbes nouvelles de la reverdie. Alors, par temps clair, on ira sur le causse de Saint-Chel, au plus haut de la route, près de la stèle des Maquis. Dans la fraîche lumière de la Renaissance, à l'horizon, on verra le mont du Cantal enneigé, comme une Amérique au large de l'océan des collines. On voit vraiment toutes ces images quand on lit ce bouquin. Et justement, ça me fait rebondir sur la collaboration avec Jacques Thébault, qui a fait toutes ces photos qui sont dans ce livre. Comment s'est fait votre travail à tous les deux et pourquoi avoir choisi Jacques ? Alors en fait, il y a quelques années, Jacques avait fait une exposition de photos, à Figeac, sur des vieilles carcasses de voitures dans les broussailles du Causse, comme on voit quand on se promène. Donc avec ce choc entre à la fois la sauvagerie des lieux et puis les traces humaines. Et en fait, ça correspondait exactement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. C'est cet échevelé que je veux rendre. Et donc, très vite, j'ai parlé à Jacques, même avant d'écrire le livre, tiens, il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble sur ce thème-là. Alors, en fait, j'ai écrit... les photos m'ont inspiré, en fait. On était un peu un déclencheur. Donc, il y a plus qu'une collaboration en aval. Il y avait quelque chose au départ. Alors après, pour les photos qui viennent dans le livre, on les a choisies ensemble. Et c'est plutôt elles n'illustrent pas les textes en face. Elles viennent comme ça. On les a mis un peu au hasard, comme une ambiance en fait, comme une ambiance qui accompagne le livre. On n'a pas voulu, par exemple, non plus que les photos soient sur du papier glacé pour les rendre comme elles sont lumineuses, comme elles devraient être. Donc elles font partie de même dans leur côté mat, un peu sombre, elles font partie de cette rudesse, j'ai envie de dire. Elle participe à la rudesse du Causse, je trouve. Il y a un côté comme ça où on part dans la forêt du Causse, dans la Brogne, avec des choses qu'on n'aurait pas forcément vues, des points de vue vraiment spécifiques. Mais très très belle prise de vue. Et donc en fait l'idée aussi, c'est ce que disait Roland tout à l'heure. Donc on n'en a pas pu faire la présentation du livre au Café l'Arrosoir comme on avait prévu au début novembre à cause du confinement. Et donc l'idée c'était de faire l'exposition photo, des lectures et puis des chansons, puisque par ailleurs j'ai fait des chansons qui pourraient se marier avec tout ça, quoi. D'accord. C'est que ce n'est que reporté. J'espère. Rolande ? Oui, peut-être une dernière notion qui, je trouve, va nous armer pleinement. C'est cet esprit, justement, du Causse qui consiste, quand il y a les vaches maigres, à dire on va être quand même dans le faire avec. On fait avec ce que l'on a, on fait ce que l'on peut, ce que l'on doit. Et c'est toute une philosophie qui nous imprègne. Ça fait 20 ans, moi aussi, que je suis arrivée sur le cause-corps. Et c'est vrai qu'on fait avec. Et toujours dans un esprit quand même épicurien. Hein. Il n'y a pas de plainte. Si on a 15 degrés, comme Jean nous le décrit, c'est vrai, il y a eu des hivers rigoureux à moins 15 par le mois de février. Mais on fait avec, parce que le lieu renvoie quelque chose et on y est en harmonie autrement que par un simple confort du corps. Il y a peut-être un confort de l'esprit. Voilà. Et de fait, j'aime bien cette notion pragmatique qui est résistante aussi. Alors si je devais finir, puisque Jean est passé de l'hiver au printemps, je pense que le meilleur est à venir encore pour de nouvelles rencontres, de nouveaux ouvrages et la petite vie tranquille d'une maison d'édition associative, mais qui est encore dans l'espérance
Je vais juste citer cette phrase fétiche que je trouve très jolie dans Sortie 56. Voilà, j'imagine que nous marchons vers un arc de lumière irisée. Elle tremblotait dans le reflet perlé des gouttes, comme une couronne de fête. C'est des toutes petites phrases de prose poétique qui sont des univers. Vous savez, le bouddhiste, il dit qu'on peut voir tout un univers dans une fève. Et bien là, dans une petite phrase, on peut voir tout un univers humaniste. Bon, je lâche le gros mot. Merci, donc. Pour rebondir là-dessus, à lui. une des photos que j'aime beaucoup, qui est en fin de livre, c'est la photo d'une petite plante qui pousse dans le rocher, comme on a souvent sur le Causse, là, avec des plantes qui miraculeusement sortent de la roche. Et donc, c'est une image, alors peut-être un peu convenue, mais qui pour moi, symbolise beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est l'herbe qui pousse entre les dalles. C'est tout ce qui dépasse, tout ce qu'on n'arrive pas à retenir, ni par la raison, ni par les mots, ni par les cadres, les lois, les choses comme ça. Alors bon, c'est bien sûr qu'il faut les cadres, il faut les lois et tout ça. Je suis pas du tout, c'est pas un appel à la rébellion que je fais là. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que le vivant dépasse. Et bon, c'est une image poétique, puis c'est le propre de la poésie aussi, justement, d'échapper à tout ça, d'échapper à la grammaire, par exemple. Merci à vous en tout cas. Je vous conseille de lire vraiment Sortie 56, Chronique d'un pays chevelu de Jean Pauli, sortie aux éditions Synchronie. Rolande. Il est présent dans les librairies. On peut l'obtenir auprès de l'auteur. Chez Synchronie. Allez, passez-moi commande, je vous ferai un petit paquet avec un petit mot gentil. Oh oui, il y a toujours un petit mot gentil. Mais oui, et un marque-page. Merci beaucoup.